savoir-faire ou est-ce qu'on n'a plus le temps? Vas-y, Allez, Pauline. Pauline, on a 2 minutes. Hein. Bon, je vais aller très vite, mais on avait voulu vous mettre un petit point sur le savoir-faire parce que c'est aussi un actif de l'entreprise qui peut concerner le numérique. Et en plus, depuis 2018, on a une loi qui protège spécifiquement ce savoir-faire. Donc, en fait, le savoir-faire, il va conférer un avantage concurrentiel à l'entreprise à condition qu'il soit secret, c'est-à-dire difficile d'accès, substantiel, c'est-à-dire utile économiquement, identifié, c'est-à-dire formalisé sur un support, et transmissible, donc être suffisamment décrit pour pouvoir être reproduit. Alors, il va être intéressant pour les innovations techniques qui ne sont pas protégées par le brevet, soit parce qu'elles ne répondent pas aux critères de brevetabilité, soit parce que c'est un choix de l'entreprise de ne pas protéger par le brevet en raison des coûts ou parce que l'entreprise ne souhaite pas publier et donc divulguer son innovation. Donc, elle peut faire le choix de la protection par le savoir-faire. Donc, ça peut concerner des résultats d'essais, de la R&D, des logiciels, des programmes, des informations, une liste de fournisseurs, de composants, de matériaux. Donc, c'est très vaste. Et on connaît tous l'exemple de la recette de Coca-Cola qui est conservée depuis plus de 100 ans maintenant et qui fait encore aujourd'hui la valeur de l'entreprise. Alors, précautions quand on veut protéger un savoir-faire, contractualiser toujours de façon importante les échanges au sujet de ce savoir-faire. Donc, quand vous êtes en discussion avec des partenaires, donnez-leur éventuellement des résultats que permet de ce savoir-faire, mais jamais les moyens d'y parvenir. Les moyens d'y parvenir, vous les donnerez uniquement si vous demandez des contrats de licence ou de transmission de savoir-faire, mais jamais avant. Préconstituez-vous des preuves aussi de ces informations, de ce savoir-faire et faites des dépôts probatoires qu'on a évoqués tout à l'heure. Cloisonnez bien sûr l'information en interne avec des procédures techniques et des contrats de travail bien ficelés pour que l'information ne fuite pas. Et on vous a mis sur la slide suivante, vous aurez le support, un exemple de fiche pour valoriser son savoir-faire. Donc, vous pouvez utiliser votre savoir-faire. Ça vous permettra de l'enrichir plus facilement et de l'utiliser plus facilement et donc de le valoriser. Donc ça, c'est un petit outil que vous pouvez reprendre si vous le souhaitez. Et le dernier point, ça va être très rapide, c'était sur la titularité des droits. La titularité, c'est donc qui est propriétaire des droits et qui est donc autorisé à les exploiter. Alors, en matière de brevet, il n'y a pas véritablement de difficulté. Généralement, c'est l'employeur qui va déposer le brevet, qui va être titulaire d'un brevet. Bon, il a l'obligation de verser une contrepartie financière à l'inventeur si l'inventeur est un salarié. Donc, généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Il y a un petit point en matière de droit d'auteur qui peut être un petit peu plus complexe parce que là, la règle est inverse. C'est l'auteur d'une création relevant du droit d'auteur qui est titulaire des droits, même s'il est salarié. Donc là, le salariat ne change rien. Donc, si jamais vous avez des salariés qui font du design pour vous, des graphiques qui produisent des éléments visuels, c'est toujours à conclure un contrat de cession de droit d'auteur pour que les droits sur ces éléments appartiennent bien à l'employé. Il y a une exception, c'est pour les logiciels. Si le logiciel est développé par un salarié, là, ces droits vont être automatiquement transmis à l'employé. Ça ne concerne que les salariés, c'est-à-dire que ça ne concerne pas les stagiaires, les mandataires sociaux ou les prestataires, par exemple, et ça concerne que les logiciels, cette exception. Donc, pas les bases de données, pas les sites Internet. Donc, uniquement s'il y a un logiciel et un salarié, là, vous êtes tranquille. Mais si c'est un autre cas de figure, il faut mettre en place un contrat de cession. Voilà, j'en ai terminé. Merci Pauline, merci Olivier. Je vais passer tout de suite aux questions. Si Pauline et Olivier, vous voulez bien répondre un petit peu dans la foulée, et comme ça, on sera dans le timing. Alors, première question. L'étudiant cède-t-il ses droits de propriété industrielle à son école, comme le stagiaire ou le salarié qui cède ses droits pour des droits dits de mission? Alors, qui peut répondre? Olivier, vous voulez répondre? Alors, oui, le statut de l'étudiant a récemment changé. S'agissant de l'école, je suis pas sûr en fait qu'il les cède à son école. Je préfère répondre par écrit à cette question. Ah, très bien. Ben, on répondra avec. Ça dépend peut-être de son statut aussi, dans quel cadre il intervient C'est ça. vis-à-vis d'une entreprise.
Oui. quels vont être les termes de son contrat de stage, de la convention de stage, et s'il y a un doute, un contrat de cession, comme je le disais à la fin, pourrait être bénéfique pour que ce soit bien l'employeur, en tout cas l'entreprise, qui soit titulaire de ce qui a été créé par le salarié, par le stagiaire, pardon. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. L'enveloppe solo est-elle probatoire à l'étranger? Alors oui, je ne l'ai pas dit, à la différence du brevet où vous avez une protection territoriale et donc vous êtes obligé de faire autant de dépôts de titres que de protection recherchée, en matière de droit d'auteur, c'est plus souple. Il existe une convention qui s'appelle la Convention de Berne qui regroupe plus de 170 pays aujourd'hui, et tous ces pays reconnaissent le fait qu'une création est protégée, enfin une œuvre est protégée dès sa création. Et donc, les preuves type enveloppe solo peuvent être opposées à toutes les juridictions des pays membres de cette convention. Donc, ça veut dire qu'une enveloppe solo, vous pouvez l'utiliser en Allemagne, en Chine ou ailleurs, avec le bémol toutefois qu'un juge chinois ne connaîtra peut-être pas cet outil et donc l'appréhendera avec peut-être plus. Normalement, c'est une preuve uniquement. Donc, une preuve peut être utilisée partout. Très bien, merci Pauline. Concernant voilà, un repository style GitLab, est-il suffisant comme preuve pour le droit d'auteur des codes sources? Et dans la même veine, peut-on mettre un GitLab, un code source cybersécurité? En d'autres termes, peut-on exporter un code d'un logiciel de cybersécurité? Qui peut répondre? Je vais essayer de répondre si j'ai bien compris la question. Si je n'ai pas compris, vous me direz. La question, c'est donc en matière de preuve, est-ce qu'on est obligé de passer par un dépôt probatoire ou est-ce qu'un dépôt sur un repository peut servir de preuve? Alors, comme on est en matière de preuve, toute preuve écrite peut être utilisée. Donc, ça peut être utilisé, ce type de démarche peut être utilisé en tant que preuve. Après, c'est vrai qu'un juge aura toujours un dépôt probatoire fait dans les règles de l'art avec un tiers qui a donné date certaine à des éléments. Donc, c'est plus sûr de faire un dépôt probatoire vraiment au sens juridique du terme. Après, si vous n'avez pas eu la possibilité de le faire, mais que vous avez fait des dépôts sur des GitHub, des choses comme ça peut quand même utiliser. Très bien. Question suivante. Une entreprise française est-elle obligée de déposer d'abord en France? Oui, clairement oui. Il y a une obligation en lien avec le code de la propriété intellectuelle et en lien avec justement la capacité qu'a la Défense nationale de préempter en fait les inventions techniques. Donc, s'agissant en tout cas de demande de brevet, il faut un premier dépôt en France. Très bien. Et justement, sur la partie DGA, donc le délai qu'a la DGA pour indiquer ça, si oui ou non, elle fait une préemption, vous savez de combien il est? C'est C'est de l'ordre, effectivement, l'autorisation de divulgation et d'exploitation est transmise par l'INPI dans un délai d'environ entre 4 à 6 semaines après le dépôt de la demande. Oui, et si l'INPI ne répond pas, je crois que il y a un délai de 4 mois où on considère que la défense ne souhaite pas préempter. Très bien. Alors ensuite, pour revenir à la divulgation, cela veut-il dire qu'une innovation n'est pas brevetable à partir du moment où nous avons déjà publié des articles de recherche dans des revues scientifiques? Donc on a publié les caractéristiques de l'invention dans des revues scientifiques et après on voudrait déposer une demande de brevet. Effectivement, là on ne répond plus aux conditions du critère de nouveauté puisqu'il y a une divulgation antérieure au dépôt d'une éventuelle demande de brevet. Donc la nouveauté, on peut plus satisfaire aux critères de nouveauté, donc c'est pas brevetable. Pas brevetable. Et dans le Sauf toujours complément, modulo, juste mais j'ai dit que je le préconisais pas du tout, modulo le délai de grâce. Mais encore une fois, à utiliser avec précaution, puisqu'il y a des pays où on peut malgré tout, sous condition que ce soit bien celui qui a divulgué, c'est le déposant de la demande, etc. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas chez nous en France. d'accord, très bien. Et puis, dernière question, quand on parle de divulgation, donc c'est bien sur l'idée ou sur le procédé?
Alors, si on parle de brevet d'invention, en fait, quand vous voulez déposer une demande de brevet pour obtenir des droits sur une invention, cette invention, elle est caractérisée. Et alors, ça peut être sous la forme d'un produit ou un dispositif ou un système, hein, ou ça peut être un procédé. Et l'objet que vous voulez protéger, pour lequel vous voulez obtenir des droits, ça peut être les deux, hein, un produit et un procédé, c'est cet objet qui ne doit pas être divulgué. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques qu'on va trouver pour définir l'objet dans la demande de brevet ou les objets dans la demande de brevet, c'est ceux-là qu'il faut considérer comme n'ayant pas été divulgués. Mais attention, dans un même document. C'est-à-dire que si vous avez 10 caractéristiques de votre produit ou système et qu'il y en a un qui est divulgué dans un premier document, puis deux dans un deuxième document, puis un à nouveau dans un troisième document, ça, c'est pas destructeur de nouveauté. Mais si toutes les caractéristiques de ce que vous voulez protéger, que ce soit des étapes de procédé ou que ce soit des éléments d'un système, sont divulgués dans un document unique ou dans un usage ou dans une conférence ou dans une publication, alors on ne peut plus obtenir de protection par brevet. Donc, quel que soit l'objet, en fait. Hein. Très bien, merci Olivier. Alors, une dernière question. Existe-t-il un modèle de contrat de cession de droits pour le logiciel, en particulier pour les stagiaires? Je vous invite à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui étaient sur la dernière slide que vous allez recevoir. Et oui, on a des modèles qu'on peut transmettre. Alors, les modèles, il faut toujours les manier avec précaution, mais on peut vous aider un petit peu en vous fournissant des modèles. Très bien. Eh bien, écoutez, on va juste revenir pour un petit complément sur la toute première question, puisque vous savez, on avait évoqué le cas des stagiaires, mais en fait, la question était surtout sur l'étudiant. L'étudiant cède-t-il ses droits à son école dans le cadre de travaux d'études? Est-ce que vous pouvez apporter une précision sur ce point? Moi, je dirais a priori non, parce que enfin, la question telle qu'elle est formulée sous-entend qu'il n'y a pas de disposition contractuelle. C'est-à-dire que il n'y a pas enfin, je ne sais pas comment ça marche entre les écoles et les étudiants, mais il n'y a pas un contrat qui est l'équivalent d'un contrat de travail avec un statut d'employeur-d'employé. Donc, Oui. a priori, l'étudiant, s'il n'est pas, comme le disait Pauline, par exemple, en stage, sous tutelle d'une entreprise avec un contrat de travail ou un contrat assimilé à un contrat de travail, la question ne se pose pas. Il reste une personne physique, à mon sens. Très bien. Oui, je partage cet avis. Si c'est un auteur d'une œuvre, c'est lui le titulaire des droits d'auteur. S'il est inventeur, il reste inventeur et donc titulaire, enfin, il a la possibilité de déposer le brevet en son nom s'il le souhaite. Très clair. Eh bien, merci pour ces réponses. Et puis, eh bien, maintenant, je crois qu'on va attaquer la deuxième partie, c'est ça? Exactement. Alors, eh bien, écoutez, je vous laisse et toujours même principe, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Merci beaucoup, Christian. Donc, j'invite Virginie Afonso et Stanislas de La Passe à prendre la parole. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci Marla. Nous, pour ce qui nous concerne, notre présentation va porter essentiellement sur l'innovation collaborative, qu'elle soit publique-privée, donc entre une entité publique et une entité privée, ou privé-privé. Je donc remercie Systématique en particulier de l'occasion qui nous est donnée de parler de ce sujet. Donc, je suis Stanislas de La Passe et je suis chargé d'affaires comme Pauline et comme Virginie. Chargé d'affaires signifie, alors Pauline a déjà fait une présentation succincte des activités de l'INPI et pour ma part, voilà, donc mon travail, hein, comme l'a dit Pauline, consiste à aider les entrepreneurs et à se constituer un portefeuille de propriété industrielle un peu structuré, à aider à comprendre donc la propriété industrielle, identifier les actifs immatériels au sein de l'entreprise, générer au sein de l'entreprise selon une stratégie bien définie. Alors, Stanislas et Virginie, vous pouvez prendre la main sur la présentation et avancer vous-même les diapos. Oui. Alors, tac. Ah oui, très bien, ok.
Alors, il semblerait qu'il y ait un tout petit bug d'affichage pour la slide 2. Alors, donc, pour ce qui est de mon rôle aussi, avec Virginie, on porte le programme Alliance Pays, qui est un programme qui aide les entrepreneurs dans leur démarche d'innovation collaborative avec donc entre le privé et le public plus particulièrement. Virginie, je te laisse la main pour te présenter. Oui, bonjour à vous tous. Quelques mots, effectivement, en tant que chargée d'affaires, hein, je suis les missions que Stanislas vous a présentées. On a des profils complémentaires puisque Stanislas est de formation d'ingénieur et moi juridique. Hein, j'ai travaillé à la direction des marques. Et donc, il y a différents profils, effectivement, en Île-de-France et ailleurs pour répondre à vos questions. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous éclairer sur l'innovation collaborative et vous donner les clés pour comprendre quels sont les enjeux et peut-être décider de vous lancer dans l'aventure. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette présentation en tant que telle. Alors, comme je le disais, je crois qu'il y a un petit bug d'affichage. J'espère qu'il ne sera pas persistant sur le restant de la présentation. Mais bon, l'essentiel s'y trouve, enfin tout s'y trouve. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans une démarche d'innovation collaborative? Alors, une étude a été menée pour le compte de l'INPI, donc par un cabinet de conseil. Cette étude a fait ressortir, on va dire, les éléments principaux qui stimulent l'innovation collaborative, l'idée de l'innovation collaborative chez les entrepreneurs. Et donc, la principale des raisons est l'accès à des compétences et des savoir-faire que n'a pas l'entreprise. Elle veut développer un produit. Ce produit s'inscrit dans un écosystème plus grand. Pour développer ce produit, elle a besoin d'un certain nombre de compétences. Elle ne possède pas toutes ces compétences et elle souhaite se tourner vers, par exemple, une entité publique ou toute entité privée qui possède ces compétences pour collaborer, donc co-construire l'innovation. La seconde raison principale, va-t-on dire, est donc de développer de nouveaux produits, nouveaux marchés et profiter aussi en troisième axe, profiter, on va dire, de l'expérience d'autres personnes pour accélérer le processus d'innovation de façon à réduire le time to market. Voilà, valoriser le savoir-faire interne, ce sont plus des raisons purement interne, va-t-on dire, et partager les coûts et les risques liés à la R&D, c'est aussi l'un des points importants qui va éventuellement provoquer la décision de faire une collaboration, une innovation collaborative. Apparemment, le bug est persistant, donc du coup, désolé, c'est pas très joli. On vous enverra une version PDF de la chose qui sera magnifique, vous verrez. Donc, qu'est-ce qu'on entend par innovation collaborative? Il y a plusieurs types d'innovation collaborative qui sont résumés ici. L'innovation collaborative inside out, outside in et conjointe. L'innovation collaborative inside out consiste tout simplement, le terme est défini ici, la structure collabore avec des acteurs extérieurs pour mettre sur le marché et valoriser l'innovation développée en interne. Donc là, il y a une innovation qui est d'ores et déjà développée. Elle a besoin d'addendum, va-t-on dire, pour pouvoir être mise sur le marché. Les addendums voilà, sont le fait de compétences qui n'existent pas en interne, et donc l'entreprise qui a d'ores et déjà développé l'innovation complète cette innovation avec ses addendums via l'innovation collaborative. L'innovation collaborative outside in, la structure donc fait appel à des acteurs extérieurs pour intégrer leurs connaissances à ces projets d'innovation. Donc l'innovation n'est pas encore créée et très tôt, donc très early stage, l'entreprise entame des discussions avec des acteurs extérieurs pour démarrer la collaboration, pour créer l'innovation. Et enfin, l'innovation conjointe, la structure collabore de façon interactive avec des partenaires par un échange de connaissances pour mettre au point une innovation.
Voilà, ce sont globalement les trois innovations collaboratives principales. Alors, oui, pardon. J'essaie de passer à cette suivante avec mes flèches, mais ça ne fonctionne pas. Donc, oui, alors là, c'est assez gênant puisqu'on ne voit pas les termes qui sont écrits. Donc, l'innovation collaborative donc, comporte des et des risques, bien entendu. On n'a rien sans rien, comme on dit, et avec tout avantage vient un inconvénient, généralement. C'est une question de balance après. Donc, pour ce qui concerne les avantages, ils sont assez évidents. On se donne accès à des technologies qui ne sont pas maîtrisées en interne, je l'ai dit. Donc ça, c'est un axe fort, qui est le premier axe, hein, une des premières raisons pour lesquelles on fait une innovation collaborative. Et c'est un effet, on obtient aussi un effet de levier pour les financements, puisqu'on assoit aussi notre crédibilité. Et c'est aussi un effet de levier parce qu'il y a un partage des risques. Donc, les risques dans l'innovation collaborative sont la diffusion de données internes à l'entité. Alors, on ne le voit pas, hein, désolé, donc je vous le dis. Diffusion de données internes à l'entité, par exemple, données stratégiques, axes de recherche, etc., ou données techniques. Donc là, évidemment, tout l'enjeu, c'est de savoir jusqu'où on va dans la transmission, dans la diffusion des données internes dans une innovation collaborative. Et on a aussi, donc, comme risque, un désaccord qui peut aboutir à un échec de cette innovation collaborative, que ce soit dès le début ou que ce soit en cours de recherche. Voilà. Donc, en slide suivante, l'innovation collaborative implique donc, on l'a dit, des risques. Ces risques peuvent être, sont divers et variés. Donc, on a bien entendu en matière de risques, des risques de divulgation, un problème de gestion de la confidentialité qui est, on va dire, envisagé selon le type d'entreprise, selon le type de structure différemment. Donc, la gestion de la confidentialité, par exemple, entre sociétés concurrentes, pose fréquemment des problèmes et la gestion de la confidentialité entre un grand groupe et une start-up PME aussi. Voilà, donc il est important de bien noter ça. Donc tout ça, c'est issu de l'expérience, si vous voulez, de gens qui ont déjà fait, d'entreprises qui ont déjà fait de l'innovation collaborative. Et évidemment, entre un organisme public et un industriel, il y a aussi on va dire des questions liées à la confidentialité, qui est un point parfaitement capital lors d'une collaboration de recherche. Voilà, donc pour l'essentiel sur la confidentialité, évidemment, je pense que c'est assez intuitif, hein. Il y a des contraintes de temps différentes en fonction des structures. Par exemple, un organisme public n'est pas nécessairement pressé, pas systématiquement pressé, là où une start-up a besoin d'aller vite par définition. Donc voilà, le temps, le timing aussi entre en ligne de compte. Il faut bien avoir mûri son projet pour savoir à qui l'on va s'adresser pour faire son innovation collaborative. Voilà, il y a aussi évidemment des cultures différentes, par exemple entre le public et le privé d'une façon générale. Et puis, il peut y avoir aussi des intérêts divergents. Et évidemment, ces intérêts divergents, on les retrouve surtout, ça peut être un point de friction entre sociétés concurrentes, bien entendu. Alors, sociétés concurrentes, j'espère que vous arrivez à lire, ça correspond à la toute première ligne. Voilà. Donc, je passe donc maintenant sur comment entamer donc des relations avec un potentiel partenaire ou un partenaire pour démarrer une innovation collaborative. Il y a plusieurs dimensions importantes à prendre en compte, qu'il est important de prendre en compte pour créer sa stratégie d'innovation, parmi lesquelles il doit y avoir, donc, et c'est toujours le point essentiel, donc encore une fois, c'est un axe fort, la complémentarité des partenaires potentiels. Voilà, on va dire que c'est ça c'est la première question à laquelle il faut répondre avant d'entamer toute action. Et donc, on doit sélectionner avec soin,
voilà, faire un bilan de qui aurait les relations que vous n'avez, qui aurait, pardon, les compétences que vous n'avez pas en interne. Ça, c'est le point le plus important. Les apports des acteurs identifiés s'accordent-ils? Leur capacité à développer semble-t-elle avérée? Et peut-on s'accorder sur un objectif stratégique commun? Voilà. Mais il y en a d'autres dimensions à prendre en compte, évidemment les ressources internes, la maturité de la recherche, si on a un TRL très bas ou TRL élevé, et un potentiel de différenciation. La collaboration, donc, par exemple, permet-elle d'ouvrir de nouveaux territoires d'offres autrement inaccessibles? Alors, quand on entame quand on a décidé, enfin, en fonction de tous les critères précédemment mentionnés, notamment, quand on a enfin décidé d'entamer une relation partenariale, eh bien, on doit se poser donc un certain nombre de questions, et je vais laisser Virginie prendre la main sur ces questions-là. Merci Stanislas. Je vais essayer de partager mon document pour voir si j'ai un affichage meilleur. Est-ce que c'est correct pour vous? Très bien. Parfait. Oui, oui. Oui. Bon, très bien. Donc là, on est entré dans l'étape qui suit la décision de collaborer. Donc effectivement, comme le dit Stanislas, hein, le préalable, c'est d'être sûr d'avoir bien compris les contours du projet, le contenu, et de s'entendre sur tous ces points, d'être sûr qu'on va se lancer dans le même projet, en fait. Hein. Donc ça, c'est très important, la communication en amont. Il y a d'autres choses à mettre en place en amont, et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, hein, auprès des startups qu'on rencontre dans le cadre de l'accompagnement Alliance Pays, c'est de cartographier sa propre propriété intellectuelle, et d'avoir une conscience de la valeur. Alors, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que ça va déjà éviter de se faire, alors piller, c'est peut-être un terme fort, mais ça peut arriver aussi, sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a tout un process à mettre en place d'identification des actifs, de dépôt, alors d'enveloppe solo, on a beaucoup parlé de preuves, notamment dans le premier volet de la présentation. De dépôt de titres, pourquoi pas aussi. Alors ça, c'est le premier intérêt, hein, c'est de pouvoir apporter sa propriété intellectuelle et de façon organisée. Et le deuxième, c'est aussi un levier de négociation. C'est-à-dire que plus vous aurez de poids effectivement dans le projet par rapport à la propriété intellectuelle, plus vous serez enclin à pouvoir avoir un pouvoir de négociation fort. Et on communique aussi sur le fait qu'il ne faut pas avoir honte ou hésiter, parce que parfois, effectivement, on est en face d'expertise très pointue, enfin, ou de compétences quand on est dans le domaine de la recherche publique, par exemple, ou voire de grands groupes. Voilà. Et on n'a pas forcément, on se sent pas forcément légitime, et on insiste sur le point qu'il faut vraiment se sentir légitime, justement, hein, parce que vous avez des choses à apporter aussi. Donc voilà, cette étape est très importante, et on parle de définition du background. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire avant de se lancer dans la collab sur ce sujet. Donc ça aussi, dans les étapes préalables, et Stanislas l'a évoqué, c'est la confidentialité. Et donc, il y a aussi donc un travail à faire en amont par rapport à ce sujet. C'est qu'est-ce que je vais livrer en termes d'information, déjà dans les premiers rendez-vous. Et puis, c'est créer donc, en application un accord de confidentialité, un NDA sur mesure, dans lequel vous avez au préalable identifié toutes les informations confidentielles que vous allez livrer. Donc ça, c'est quand même une étape aussi qui est très importante. L'écueil, hein, c'est qu'on peut discuter beaucoup, que chacun reparte de son côté, et qu'il y ait eu des informations, des fuites d'informations à valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance et sur lequel il faut se faire accompagner. On a parlé de formule de contrat tout à l'heure. Le mieux, hein, c'est le contrat sur mesure qui va être relu par un expert.
Et il faut avoir en tête que dans toutes les étapes de l'innovation collaborative, il ne faut rien signer sans avoir fait relire par un juriste spécialisé en propriété intellectuelle, votre conseil en propriété industrielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, parce qu'une fois que c'est signé, malheureusement, bien souvent, c'est très difficile de revenir en arrière, surtout quand la valeur est créée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Cartographier sa propriété intellectuelle, ça a été évoqué tout à l'heure, donc dans le premier volet aussi de la présentation. On va, avec l'entreprise, faire un point sur le projet et identifier partout où il y a la propriété intellectuelle. Donc on a parlé bien sûr de propriété industrielle avec les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais il y a tout le pan qui concerne le savoir-faire et qui est aussi très important. Donc, soit on a déposé des titres, soit on a déposé une enveloppe solo, soit on s'est créé des moyens de preuve sur mesure, comme un dépôt à l'Agence de la protection des programmes pour tout ce qui est logiciel, par exemple. Mais l'idée, c'est de ne rien laisser au hasard de tout ce qui va être transmis. Donc, on ne va pas revenir sur ce schéma qui a été explicité par Pauline, mais vous voyez qu'on retrouve tous les volets et tous les actifs que vous pouvez mobiliser dans un partenariat collaboratif. Donc, c'est important d'avoir effectivement de mettre en place cette démarche bien en amont. Et on retrouve bien sûr le secret des affaires et le savoir-faire, qui a aussi beaucoup d'importance, puisque parfois on réfléchit à la propriété intellectuelle via la voie brevet et on n'a pas forcément conscience de toute la valeur qu'il peut avoir autour d'un brevet, c'est-à-dire tout le savoir-faire périphérique qui n'est pas breveté parce qu'il n'est pas brevetable ou parce que vous voulez le laisser au secret. Donc voilà, il y a un panel de tout ce qui peut entrer dans du savoir-faire technique, donc c'est très large. Donc voilà, faites l'inventaire de tout ce que vous allez transmettre et il y a des outils pour vous y aider comme ces listes qui seront disponibles. La présentation vous sera transmise, donc n'hésitez pas à consulter et puis à vous faire aider sur ce sujet. Il peut aussi y avoir du savoir-faire commercial, des méthodes particulières commerciales aussi sur lesquelles vous pouvez demander encadrer par de la confidentialité, donc ça c'est important aussi. Alors, une fois que chacun a tracé ce qu'il va apporter, et donc ça, c'est vous que vous allez faire vous de votre côté, mais bien sûr, l'entité avec laquelle vous allez collaborer va le faire aussi. Il y a une question qui est centrale, c'est que va-t-on faire des résultats qui vont être générés? Et ça, c'est vrai que c'est un des éléments qui fait parfois, qui fait couler pas mal d'encre et de discussions. Ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment essentiel. Parce que Stanislas parlait de désaccord et un des sujets principaux de désaccord, ça peut être effectivement la destination des résultats et qui va en être propriétaire, qui va être propriétaire de la propriété intellectuelle générée, qui va l'exploiter, comment va être rémunéré celui qui n'exploite pas. Donc tous ces sujets-là sont vraiment centraux. Et ils doivent être décidés avant signature de la collaboration, parce qu'une fois que c'est signé et qu'on a entamé les travaux et qu'on génère de la valeur, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre d'accord. Alors, on ne peut pas tout décider dès le démarrage, puisque on ne connaît pas à l'avance tous les résultats de recherche et il y a des aléas. Mais en tout cas, tout ce que vous pouvez prévoir en termes de propriété intellectuelle notamment, il faut le faire le plus tôt possible. Donc, il s'agit de trouver un accord équilibré, donc un accord dans lequel chacun va trouver son compte. Donc, il faut que ce soit un modèle de propriété intellectuelle qui soit compatible avec votre modèle d'affaires. Si c'est une série de compromis de part et d'autre, peut-être que l'accord n'est pas valable et qu'à ce moment-là, il faut trouver une autre façon d'innover ou vous retournez auprès d'un autre partenaire peut-être. Mais il faut vraiment que chacun y trouve son intérêt. Il faut aussi sentir qu'il y a de l'équilibre dans le partage des valeurs générées. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas un poids dans la négociation par rapport à ces éléments. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Le risque aussi, c'est important qu'il soit partagé parce qu'après, notamment en termes de propriété intellectuelle, il va y avoir des coûts liés au dépôt des brevets futurs, des coûts liés
à la maintenance des droits, paiement des annuités par exemple, à l'extension des titres, des coûts liés à l'exploitation de l'innovation, etc. Donc tout ça, il faut vraiment que ce soit un partage équitable. Et puis aussi, il faut prévoir l'échec, parce que quand on ne s'entend pas, comme on sort de la collaboration, sans prendre trop de risques, ça c'est important aussi dans le contrat. L'autre étape qui est aussi nécessaire, c'est de parler du side ground, donc c'est tout ce qui va être en périphérie du projet, parce que bien sûr, chaque entité continue, elle, à créer de son côté, en parallèle, pour d'autres briques du projet, pour d'autres innovations, pourquoi pas. Et donc, il faut vraiment que la recherche ait un contour précis, pour ne pas que le partenariat vienne polluer, si je puis dire, ou entacher d'autres briques de votre projet qui seraient indépendants. Et c'est important de le faire parce que vous pourriez effectivement voir une partie de votre activité contaminée par le partenariat collaboratif si tout n'a pas été bien défini. Et donc, ça consiste à un formalisme, et ça, c'est important de bien définir le champ de recherche, hein, les contours de la recherche qui vont faire l'objet du partenariat, du consortium. Et ça, c'est toujours listé, hein, lister l'information technique, vous entendre sur qui va faire quoi, etc. Et on parle notamment, pour les définitions des moyens de la recherche, de work package. Donc ça, c'est aussi un travail important de bien définir le contenu de la collab et les contours de la recherche. Quels peuvent être les éléments de négociation les plus cristallisants? On retrouve donc la valorisation et l'exploitation de la propriété intellectuelle. 58% des gens interrogés qui ont une expérience de l'innovation collaborative sur ce sujet trouvent que c'est une gestion qui peut être difficile, donc il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Il y a effectivement l'INPI qui est présent à vos côtés avec le programme Alliance Pays, mais aussi vos conseils en propriété industrielle, avocats, qui sont là aussi pour vous accompagner, notamment dans les négociations. Faites-les entrer le plus tôt possible parce que quand on s'est déjà engagé ou quand on a commencé à créer une stratégie de collaboration et qu'on se rend compte qu'il faut faire machine arrière, voilà, c'est peut-être du temps et aussi un manque de crédibilité parfois. Donc, c'est important de se faire accompagner sur tous ces sujets. Voilà, il y a effectivement des éléments qui sont, en termes de propriété intellectuelle, qui peuvent être, bien sûr, la propriété intellectuelle est vue comme un levier, hein, puisque c'est parce que vous en avez que vous avez développé votre projet. C'est parce que le tiers avec qui vous allez collaborer a de la propriété intellectuelle qui vous intéresse. Donc, c'est vraiment un levier dans la collaboration. Mais il y a une manière de l'organiser, de la négocier qui doit être voilà, vraiment pragmatique et envisagée de manière centrale. Et donc, faites-le assez tôt et faites-vous aider. Donc, un formalisme nécessaire, le formalisme, hein, il est présent tout au long de la collaboration. Donc, on a parlé de catégorisation de l'information, du background, du foreground, du sideground. Et tout ça, ça va être effectivement matérialisé par un accord. Alors, ça va prendre plus ou moins de temps. Il va y avoir des étapes. On peut avoir des accords intermédiaires. Attention à ce qu'on signe dans un accord intermédiaire, parce que quand c'est signé des deux parties, ça engage. Donc, voilà, assurez-vous qu'à chaque fois que vous signez, vous avez bien compris, bien au fait de ce qu'on vous propose et que vous êtes d'accord sur le fond. Mais de manière générale, dès lors qu'il y a une réunion, dès lors qu'il y a une décision qui est prise, il faut formaliser. Ça, c'est vraiment très important, formaliser les résultats, savoir qui a fait quoi, à quel moment, etc. etc. Donc, encore une fois, il y a de l'accompagnement à avoir sur ces sujets. Dans le cadre de l'étude qui a été faite par l'INPI, et puis dans le cadre de l'accompagnement qu'on met en place avec Stanislas, on a relevé quelques verbatim qu'on voulait vous partager sur les retours d'expérience en fait, hein, d'entreprise, donc soit une start-up, un grand groupe ou l'entité publique de l'intérêt
ou parfois des difficultés, hein, ou en tout cas des mises en garde sur la collaboration. Stanislas, est-ce que tu veux prendre la parole sur le sujet? Oui, tout à fait. Enfin, il y a une phrase dans ces verbatims qui m'intéresse, puisque finalement, bon, nous, notre accompagnement, on le fait essentiellement, mais pas que, hein, sur la collaboration publique-privée. Et la phrase « les deux mondes ont beaucoup à s'apporter », agilité de la start-up versus rigidité de la machine d'État. Alors, c'est une façon de parler, mais cette phrase-là illustre bien ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a des contraintes différentes dans chacun des types de structures, et effectivement, il y a des choses. Enfin, le public peut apporter des choses à la start-up et inversement, et le public apprend de la start-up et la start-up apprend du public. Donc, voilà, je voulais mettre en lumière cette petite phrase tout particulièrement, et aussi la phrase « lancer les négociations le plus tôt possible », elles peuvent être longues, surtout, alors c'est valable aussi beaucoup et surtout dans une coopération publique-privée, puisque lorsqu'on commence des discussions pour démarrer un processus d'innovation collaborative, le processus de décision et de formalisation côté structure publique peut être très lourd, et ce pour des raisons tout à fait structurelles et pas que culturelles. Donc, il faut bien s'y lancer le plus tôt possible. C'est pas toujours le fait des opérationnels, c'est pas toujours le fait des juristes, c'est voilà, toute la chaîne décisionnelle qui peut être parfois un peu longue, tout particulièrement. C'est vrai que avec le retour qu'on a et l'expérience qu'on a maintenant des accompagnements dans le cadre d'Alliance Pays, hein, dont Stanislas va vous parler, on a toutes ces remontées, voilà, alors les difficultés liées aux différences de culture, de timing, etc. Mais on a aussi beaucoup de retours positifs. C'est vrai qu'aller chercher l'expertise là où elle est, c'est un gain de temps, d'argent, parce que la start-up possiblement ne va pas pouvoir sur une unité, une brique en particulier, aller recruter, parce que recruter du temps plein, voilà, ça peut forcément ne pas être justifié. Et puis en plus, c'est de l'argent aussi pour la start-up. Et puis, aller chercher l'expertise pointue, c'est vraiment pour eux central. Et puis sortir la tête de sa propre R&D aussi, aller se confronter, faire valider le projet par les pairs. Je trouve que c'est aussi des mots qui sont assez forts et qui ont le mérite d'être partagés. Voilà, donc il y a vraiment du positif aussi, même si c'est un parcours effectivement dans lequel il faut être rigoureux et auquel il faut pouvoir consacrer du temps. Mais il y a vraiment du sens à se poser la question de l'innovation collaborative pour ces raisons-là. On a aussi des retours après de structures plus importantes, hein, et on retrouve ces mêmes idées, hein, d'aller chercher les compétences où elles sont, de partager le facteur risque qui peut être très élevé, notamment. Donc là, c'est une PME qui s'expriment, mais on voit aussi des grands groupes, hein, qui maintenant de plus en plus, hein, communiquent et collaborent avec les startups, hein, notamment dans le domaine de la santé. On sait qu'il y a beaucoup de laboratoires, hein, qui travaillent avec des startups. Et donc, on voit, hein, cette passerelle, on a tous à s'apprendre les uns des autres, et notamment la recherche publique ou les grands groupes de l'agilité des startups et des PME. Voilà, on est un peu aussi dans cette même idée d'être dans un mouvement d'accompagner et d'avancer ensemble sur la recherche, les implications et les développements technologiques. Donc, voilà, il y a du sens à faire valoir le sujet de l'innovation collaborative aussi pour ça. Stanislas, je te laisse poursuivre sur le programme Alliance Pays. Merci Virginie. Alors, donc, je vais faire très rapidement parce que je vois que le time flies. Le temps passe vite. Donc, je vais juste vous faire
un petit mot, vous dire un petit mot sur le programme Alliance Pays que nous avons créé, nous, à l'INPI, pour accompagner justement les partenariats public-privé plus particulièrement. Alors, il y a beaucoup de... On parle de façon assez floue de tout ça, mais en fait, c'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le partenariat public-privé et le partenariat privé-privé. Alors, le partenariat, pourquoi est-ce qu'on a créé un programme spécifique au partenariat public-privé? Parce que on va dire les spécificités du public sont telles que ça nécessitait un véritable accompagnement spécifique. Et donc, ce programme a vu le jour pour répondre à ce besoin de non seulement aider les entrepreneurs à s'y retrouver dans le millefeuille des structures de recherche publique, d'une part, mais aussi pour aider les entreprises à bien appréhender leur futur partenariat. Et donc à stimuler évidemment les interactions entre le public et le privé, ce qui est une volonté du gouvernement, voilà, pour valoriser la recherche publique. Le programme Alliance Pays propose pour les entreprises privées un accompagnement individuel et gratuit, bien entendu, nous sommes un service public, pour les accompagner donc, dans leur démarche de formalisation d'un partenariat de recherche avec une entité publique, et ce, dès la jeunesse du projet jusqu'à la signature de l'accord et parfois même au-delà. Dès le démarrage du projet, vous avez la possibilité disons, d'avoir accès à un chargé d'affaires qui va apporter ses lumières. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, ici en Ile-de-France, c'est Virginie et moi, et on le fait ensemble, d'habitude, justement, comme Virginie l'évoquait tout à l'heure, parce que Virginie a une casquette plutôt juridique, là où j'ai une casquette plutôt technique, donc une complémentarité se dessine, donc un partenariat synergique entre Virginie et moi, et donc, ensemble, on vous aide dès le démarrage du projet pour apporter nos lumières sur, on va dire, les précautions à prendre, les points de vigilance, les explications à apporter aussi parfois, et puis vous faire comprendre pourquoi parfois tel processus prend du temps, pourquoi est-ce que l'entreprise publique ne répond pas tout de suite, quels sont les points de négociation importants. On commence avec l'expérience à avoir un peu de connaissance on va dire, des us et coutumes de chaque entité de valorisation publique. Donc, on a un apport certain et c'est souvent souligné par les entreprises qu'on accompagne. Donc, dès le premier rendez-vous, on vous aide à valider votre positionnement technologique éventuellement. Si ce n'est pas déjà fait et bien structuré de votre côté, on vous aide à comprendre les enjeux de propriété intellectuelle liés au partenariat et à connaître donc les règles et questionnements utiles, je le disais tout à l'heure. Donc, on vous aide aussi à identifier votre background dont parlait Virginie tout à l'heure et à le sécuriser si besoin. Donc c'est vraiment une approche 360 du pré-partenariat, si vous voulez. Et au cours des rendez-vous de suivi, on identifie les éléments de négociation, les points d'achoppement, et on vous aide à sécuriser le partenariat sur le plan juridique. Donc, on n'apporte pas de conseils à proprement parler, mais on vous montre un peu toutes les options possibles, par exemple, pour telle ou telle clause qui vous aura été envoyée par la structure publique, sur le plan contractuel. On s'assure avec vous de la sécurisation des connaissances générées par le projet. Il faut voir avec l'entité publique, en l'occurrence, mais c'est valable aussi pour les entités privées, s'assurer donc de la sécurisation des connaissances générées par le projet et vérifier la conformité des clauses de pays avec les intérêts de l'entreprise, que ce soit en collaboration avec du privé ou du public, ça revient au même. Il faut que vous compreniez bien, que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi les clauses de pays sont en phase avec vos intérêts ou pas. Voilà. Et puis ensuite, au moment du rendez-vous de bilan et de perspective, c'est-à-dire après la signature du contrat, on évalue les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des recommandations et on identifie les voies d'amélioration possibles et on identifie donc les futurs enjeux pays liés aux étapes de développement ultérieures et à l'après-contrat. C'est ce dont parlait tout à l'heure Virginie, l'exploitation des résultats, etc. Voilà.
l'INPI vous propose un financement pour vous aider dans cette démarche de contractualisation pour une collaboration de recherche et plus spécifiquement donc pour la collaboration publique-privée et seulement publique-privée, l'INPI souhaite apporter son passe-pays, donc un financement qui permet de faire appel à un conseiller en propriété industrielle ou un avocat spécialisé en matière de propriété intellectuelle pour vous aider à contractualiser, vous conseiller. Nous, on présente des options et ensuite on apporte nos lumières, mais c'est vous qui décidez à la fin. Vous avez la possibilité de vous adjoindre un troisième point de vue, une troisième paire d'yeux, qui est le conseiller en propriété industrielle ou l'avocat spécialisé, qui va s'impliquer, on va dire, plus directement dans la négociation. Ce produit de financement, il y a des conditions d'accès qui sont relativement faciles à remplir et ce produit vous permet de financer 50% jusqu'à hauteur de 3 000 € de la facture présentée par le conseiller en propriété industrielle ou l'avocat spécialisé. Voilà, dans l'ensemble, les éléments du programme Alliance Pays et bien entendu, tous les chargés d'affaires sont à même de vous accompagner. Donc, il n'y a pas que Virginie et moi sur les questions de collaboration de recherche privée-privée qui impliquent moins de 1000 feuilles côté grande entreprise, va-t-on dire, ou même de start-up à start-up. Il n'y a pas tellement de 1000 feuilles dans la start-up d'en face, va-t-on dire, et du coup, le processus est légèrement plus simple, la culture est un peu différente, et donc n'importe quel chargé d'affaires peut vous accompagner sur vos collaborations privées-privées. Voilà. Oui, juste, je rebondis du coup, merci pour cette passerelle. Stanislas, Pauline n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a un programme qu'on propose qui s'appelle le programme Startup et qui permet, un peu comme le programme Alliance Pays, d'avoir des rendez-vous dédiés dans des temps définis dans l'année avec l'entreprise et le chargé d'affaires. Et donc, typiquement, si vous avez un sujet d'innovation collaborative privé-privé, ça peut entrer dans le cadre d'un programme Startup. L'idée étant de vous poser avec le chargé d'affaires, voilà, à chaque fois que vous en avez besoin, et en tout cas à minima 2 fois par an, pour faire un point sur votre stratégie de propriété intellectuelle. Et à ce moment-là, on peut aussi vous mettre en lien avec des conseils et des avocats pour les relectures des contrats et les négociations. Et voir encore mettre en place un passe-pays qui peut permettre de prendre en charge aussi 50% des frais de l'expert pour la relecture d'un contrat ou l'accompagnement aux négociations. Donc, contactez-nous, il y a du sens effectivement à mettre ça en place sur ces sujets. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, je les vois. Du coup, si vous voulez, je les lis. Donc, faut-il faire signer la mise à jour des annexes background ou foreground ou la signature du compte-rendu du COPIC, du comité de pilotage, valide-t-il ces modifications? Je crois que tu avais évoqué un peu le sujet, Virginie, et effectivement, lors de réunions, par exemple, où l'on dit beaucoup de choses, il faut bien formaliser tout ce qui est dit dans les formalisés. La signature vaudra mise à jour du foreground, en quelque sorte, avec donc un partage de la propriété intellectuelle au fur et à mesure, si possible, qui a apporté quoi, surtout, pour que le partage soit le plus juste possible. On a une seconde question. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Un partenariat de testing d'une solution logicielle. Donc, on fait appel, je suppose, à des bêta-testeurs pour tester un logiciel. Nécessite-t-il un contrat? Si oui, lequel? Alors, ça, je crois que tu en avais parlé, Virginie. Alors, après, oui, alors, parfois, on parle d'innovation collaborative alors qu'il n'y en a pas. Hein. Ça peut être uniquement de la prestation. Donc, il faut faire la distinction. Là, pour des tests, oui, effectivement, parce que vous allez livrer de la matière, en fait, de l'information aux testeurs. Et il faut qu'ils s'engagent à garder ces informations confidentielles et à ne pas les réutiliser dans un autre cadre. Donc oui, bien sûr, il faut faire signer un contrat avec des clauses de confidentialité notamment. Voilà, et j'ajouterais que dans ce contrat doivent apparaître évidemment les rôles de chacun, et le bêta-testeur doit avoir un rôle défini selon vos besoins, et si on ne veut pas qu'il y ait de génération de la propriété intellectuelle par
par le bêta-testeur, il faut limiter son rôle à un simple test avec une remontée d'informations issue du test bête et méchante. J'ai une autre, alors là j'ai plus une réflexion. Il faut savoir aussi que les collaborations avec les organismes de recherche publique est soumise au règlement européen. Aide d'État indirecte, oui, c'est assez vrai, et en particulier, donc on a quand même quelques règles qui sont spécifiques à la France, mais effectivement, les choses ont été harmonisées au niveau européen. Bonjour, qu'en est-il spécifiquement de collaboration faisant intervenir surtout des grands groupes, grands organismes de recherche publique et grands groupes industriels dans le cadre de développement d'infrastructures de recherche, par exemple? Alors, je ne suis pas sûr de bien saisir le sens de la question, Philippe, mais alors, je suppose que c'est en fonction, je pense que c'est la même mécanique, hein, c'est en fonction des apports de chacun. Développement d'infrastructures de recherche, par exemple, je ne sais pas, je pense que c'est la mise à disposition du matériel. Alors, vous n'avez pas précisé. Je ne suis pas bien sûr de... Tu veux prendre la parole pour expliciter ou... Philippe Segers ou Seger. Oui, bonjour. Vous avez donné beaucoup d'exemples concernant donc des relations avec des petits, enfin avec des startups, avec voilà, mais plus spécifiquement quand on doit contractualiser des donc voilà des accords de consortium faisant intervenir de la propriété intellectuelle, donc background IP, foreground IP, etc. Entre grands groupes, est-ce que voilà, il y a d'autres choses plus spécifiques par rapport à ce que vous disiez, où là, voilà, vous donniez un certain nombre de conseils qui me semblaient plus s'adresser aux startups, aux petites entreprises, comment se préparer vis-à-vis de ces grands groupes? Oui, alors pour les collaborations entre grands groupes, alors du coup, je comprends dans le cadre de développement d'infrastructures de recherche, c'est-à-dire dans le cadre de la création d'un consortium de recherche, les contraintes sont les mêmes, je suppose. Après, tout dépend de comment l'entreprise, la grande entreprise privée et l'entreprise publique sont structurées. Et effectivement, c'est souligné par Véronique juste au-dessous, dans la question juste au-dessous. Tous les organismes de recherche publique n'ont pas les mêmes statuts. Donc, tout va dépendre de comment le grand groupe est organisé, de son processus décisionnel et de l'indépendance du laboratoire privé qui va travailler avec le laboratoire public. Oui, il y a toujours ces questions de culture aussi qui reviennent, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des questions de timing notamment qui sont parfois différents. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de points communs de toute façon, hein, avec finalement ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Et en fait, oui, c'est ça, absolument. Il y a pas mal de points communs à ce qu'on a dit aujourd'hui. Et fondamentalement, d'un point de vue juridique, je vois pas. Alors, on ne travaille pas beaucoup pour aider les grandes entreprises qui ont leurs propres ressources en interne de juristes, etc., pour gérer tout ça eux-mêmes. Donc, on n'a pas une grande expérience pour aider une grande entreprise. Mais fondamentalement et juridiquement, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences entre une petite et une grande entreprise dans la collaboration avec une structure publique. Voilà. Après, il y a l'étude de l'INPI qui est en ligne sur l'innovation collaborative. Donc, c'est vrai qu'elle date un peu, hein, puisqu'elle date de 2012, il me semble. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de choses qui sont encore d'actualité et peut-être des retours d'expérience. Et puis notamment, les grands groupes communiquent de plus en plus sur l'innovation collaborative. Donc, il y a aussi des choses qui sont publiées, des retours d'expérience intéressants. Oui, ce qui a changé depuis, je pense, c'est la structuration du système de recherche publique qui varie de plus en plus. Et donc, oui, certaines considérations pourraient n'être pas à jour dans cette étude, mais pour l'essentiel, tout s'y trouve. Tout s'y trouve et on s'y retrouve.
Voilà, et donc, pouvez-vous, donc dernière question de Philippe, pouvez-vous fournir procurement ou public procurement of innovation, où ces notions de background et foreground IP sont très importantes pour les valorisations ultérieures? Oui, on peut le faire dans la mesure du possible. J'avoue qu'on est plus spécialisé, va-t-on dire, dans les collaborations de recherche publique-privée franco-françaises. Donc, quand une start-up française et un organisme de recherche français. Mais on accompagne actuellement une entreprise, une start-up qui souhaite rentrer dans un projet européen. Mais l'environnement est beaucoup plus contraint au niveau européen. On va dire l'Europe dicte ses conditions et la marge de manœuvre est beaucoup moins importante pour toutes les parties prenantes. Donc, l'aide a légèrement moins de sens, mais elle a du sens pour ce qui est de l'identification des actifs immatériels, la sécurisation du background, et puis bien comprendre ce qu'il est en train de se passer dans le cadre de ce... Mais il y a moins de négociations possibles. Merci Philippe pour la petite séquence culturelle sur la série American Silicon Valley. On regardera. J'avoue que je n'ai pas regardé. Voilà. Je te montrerai, Virginie, tout à l'heure. Oui, merci. Merci au chat. Je vois que Béatrice Pesquet a la main levée. Est-ce que vous voulez poser une question? Si elle est toujours là, j'espère que... Oui, bonjour, oui. J'avais une question en fait. Bonjour. Concernant donc les droits d'auteur sur les bases de données, vous avez mentionné en fait que le titulaire des droits, c'est la personne qui a travaillé dessus et en absence d'un contrat de cession vers l'entreprise, ces bases de données lui appartiennent. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment défendable? Est-ce que l'employeur doit régulariser pour obtenir une cession des droits et qu'est-ce qui se passe donc avec ces bases de données anciennes qui ont été produites dans les entreprises pour être exploitées par l'entreprise pour des produits? Je ne sais pas qui veut répondre, mais il y a deux choses différentes. D'abord, il y a la partie droit d'auteur, effectivement. Donc, le droit d'auteur dans la base de données, il va protéger la présentation de l'information si elle est originale, par exemple. Voilà, c'est uniquement la forme. Donc, le droit d'auteur va protéger la forme si elle est originale. Donc, ça, c'est une chose. Dans le droit d'auteur, on peut parler d'œuvres collectives. Donc, quand c'est mis en place par l'entreprise depuis longtemps, qu'il y a eu énormément de collaboration et qu'on ne sait pas forcément identifier qui a fait quoi, on peut revendiquer une présomption par l'œuvre collective. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut servir à ce moment-là pour l'entreprise. Donc, ça, c'est pour la partie droit d'auteur. Après, effectivement, si c'est une personne unique et qu'on sait l'identifier et que c'est elle qui a exclusivement travaillé sur justement l'organisation de la donnée, etc., sur la création de la base et tout ce qui est formel, il faudrait lui faire céder sa propriété intellectuelle, effectivement. Ça serait moins de risque pour l'entreprise. Après, sur toute la partie qui concerne le contenu de la base de données, c'est-à-dire le droit du producteur de base de données, ça, c'est celui qui a fait des investissements. Donc, a priori, c'est l'entreprise qui est à l'origine des investissements en argent, en temps, etc. Donc, pour moi, il y a moins de problèmes sur cette partie-là, mais je ne sais pas si les experts qui sont à mes côtés ont le même avis. C'est l'entreprise qui doit faire la preuve de ses dépenses, en fait. Donc, voilà. Oui, je plus sois de mon côté. J'espère que le cabinet Le Guen nous rejoindra. Mais je plus sois, en effet, c'est le droit sui generis vient de ce qu'un effort a été consenti. Et si un effort a été consenti par X et que la base de données a été, on
on va dire du coup, constituée par X, et bien évidemment, cette base de données appartient à X. Donc, ces efforts consentis sont matériels, humains et financiers, on l'a dit tout à l'heure. Il faut que ces efforts soient substantiels, bien entendu. Et la personne qui, l'homme ou la femme qui serait, on va dire, les mains dans le cambouis pour constituer cette base de données, un développeur ou autre, et qui serait payé par l'entreprise, donc par X en l'occurrence, eh bien, lui n'est pas propriétaire a priori puisqu'il n'a pas fourni l'effort en tant que tel. C'est l'entreprise qui a payé le salarié et ce paiement de salarié correspond à l'effort humain. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Oui, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut que vous alliez plus loin sur le sujet. Hein. Il faudrait refaire un point sur l'historique de cette base, soit avec un chargé d'affaires INPI ou le cabinet Le Guen. Enfin, voilà, il faut, je pense, faire un point sur ce sujet de façon plus approfondie. Très bien. Je confirme tout à fait votre avis, hein, Virginie et Stanislas. Oui. Effectivement, votre analyse est tout à fait correcte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà eu le cas au cabinet, hein, et concrètement, ça s'est terminé par une œuvre collective, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les moyens avaient été transmis par l'entreprise, le financement par l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, le développement des bases de données, en règle générale, c'est considéré dans de nombreux cas, si on a toute la documentation, comme une œuvre collective. D'accord, merci beaucoup. J'avais une autre question pour le cabinet Le Guen. Donc, vous avez mentionné une différence concernant la définition de l'activité inventive entre les US et l'Europe. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler en quoi consiste cette différence d'interprétation? Alors, Olivier est toujours là, je pense. Oui, alors, oui, par exemple, vous m'entendez? Oui. 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 Très bien. Par exemple, l'activité inventive en Europe et donc à l'Office européen des brevets est analysée selon une procédure, je dirais, un petit peu stricte, hein, qui s'appelle l'approche problème-solution. Donc, on définit, par exemple, quel est l'état de la technique le plus proche de l'invention, c'est-à-dire que qu'est-ce qui existait avant l'invention et qui ressemblait le plus à l'invention. Ensuite, on regarde quelles sont les différences entre l'invention et ce qu'on a identifié comme étant ce qui existait déjà le plus proche de l'invention. Et puis, on en déduit des effets techniques. Et donc, de ces effets techniques, on va déduire quel est le problème technique qui est résolu par l'invention. Et en partant de ce problème technique, on ferme les yeux, on oublie quelles sont les caractéristiques de l'invention et on regarde tout ce qu'on trouve dans la nature qui est assez proche de l'invention et on voit si l'homme du métier, alors on considère les choses vraiment dans un domaine technique spécifique, éventuellement dans un sous-domaine technique spécifique. Si l'homme du métier, en prenant connaissance un petit peu de la littérature, des éléments qu'on a identifiés, il aurait été incité assez facilement, de façon assez évidente, à combiner les choses et à enrichir l'état de la technique le plus proche pour arriver à l'objet ou aux objets de l'invention. Ça, c'est une approche extrêmement méthodique, très rigoureuse, qui est mise en œuvre par les divisions d'examen à l'Office européen des brevets. Aux États-Unis, ça ne se passe pas de la même façon. Aux États-Unis, l'examinateur identifie un certain nombre de documents. Et si, alors évidemment, du domaine technique, hein, mais il peut même arriver que certains s'éloignent quand même assez facilement du domaine technique vraiment propre à l'invention. Et si il y a un bout de l'invention qui est dans un document, un autre bout dans l'autre document et un autre bout dans un troisième document, il aura tendance, l'examinateur, à dire, bah, écoutez, on est grosso modo dans le même domaine technique et en fait, on pourrait aller consulter en prenant le temps ces différents documents et combiner en fait des solutions de problèmes partiels pour résoudre et en tout cas, peut-être pas pour résoudre, pardon, pour arriver à l'objet de l'invention. Là, je vous donne un exemple très, très concret de 2 façons différentes
d'approcher le critère en fait d'évidence ou d'activité inventive, bien que je ne sois pas spécialiste en droit des brevets aux États-Unis, hein. Mais voilà, c'est deux façons, j'ai presque envie de dire très différentes, d'aller appréhender le critère d'activité inventive, même si encore une fois, si on le regarde vraiment en le survolant à l'échelle macroscopique, bon, ça ressemble. Il s'agit de démontrer que c'était pas évident pour l'homme du métier d'arriver à l'objet de l'invention, donc à l'objet qui est décrit dans la demande de brevet. Donc, vous voyez, c'est des pratiques qui sont pas les mêmes et il faut vraiment en tenir compte en procédure. Mais ça veut dire qu'il faut aussi en tenir compte quand on prépare la demande de brevet, la première demande qu'on va déposer pour une invention, en imaginant déjà tout ce qu'on pourrait nous soulever comme objection, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou encore dans d'autres pays, dans d'autres offices en fait. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, merci. Oui. Je vais partager l'ensemble des diapositives avec vous par mail ainsi que l'enregistrement. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous souhaitez être mis en relation les uns avec les autres, n'hésitez pas à me le dire par email. Très bien. Eh bien, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants du cabinet Le Gouen et de l'INPI. Merci à vous. Pour le temps passé à préparer ces sujets et Merci à essayer vous. d'apporter le maximum d'informations et de répondre aux questions. Et puis remercier aussi tous les participants. Comme vous le disiez Marla, on va vous adresser les présentations, les contacts, de manière à ce que vous puissiez, vous l'avez compris, il faut prendre ce sujet à la légère et s'adresser à des sachants. Et donc, ceux qui ont eu la bienveillance de participer aujourd'hui seront accessibles pour vous. Voilà. Peut-être vous avez peut-être les intervenants quelque chose à ajouter, sinon on va conclure. Non, c'est Olivier Or, là, simplement pour dire que, évidemment, toutes les questions sont les bienvenues, hein. Vous l'avez compris, des fois, quand une question est un peu pointue ou dont la réponse dépend du contexte, moi, j'aime bien réfléchir un peu posément et répondre. Donc, les gens qui ont assisté peuvent nous adresser leurs questions. Les adresses email sont présentes en fin de document et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, je remercie encore pour l'organisation systématique et puis pour l'excellente collaboration avec l'INPI pendant cette période, on va dire, de quasiment 2 mois pour préparer cette intervention. Donc, merci à tous. Merci à vous pour Merci à vous. tout ça également. Je pense que c'est une belle complémentarité de tous ces acteurs. Donc voilà, merci pour l'initiative. Merci. Très bien. Merci. Eh bien, merci à tous encore une fois. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et on a peut-être l'occasion de rejouer ces scénarios pour peut-être d'autres membres du pôle. Merci encore. Au revoir. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.